vertueuse. Messieurs, on commence à cardoniser sur cette question. Il est forcément un levier fort pour les politiques environnementales vertueuses. En fait, je pense que déjà, rien que sur la gestion de l'énergie, aujourd'hui, on peut dire que le numérique et les ENR sont intimement liés. Moi, je fais souvent référence à un de nos acteurs économiques dans ce domaine-là, qui est Jean-Marc Pouchet de Quadrant, et qui décrit fort bien les nouveaux modèles économiques autour de l'énergie qui vont vers effectivement une décentralisation importante, un peu sur le modèle de la téléphonie, c'est-à-dire que on va aller probablement, comme ça se fait déjà en Afrique, vers des unités de production d'énergie très localisées, vers des quartiers autonomes en production d'énergie. On les raconte ça mieux que moi. Dans la même logique, je pense que tout ce qu'on a dit tout à l'heure autour de la consommation intelligente, elle ne peut se faire qu'avec le numérique. Tout à l'heure, quelqu'un a donné l'exemple de déclencher sa machine à laver à 15h plutôt que la nuit, mais en fait, je crois que ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on donne la main au réseau pour lui proposer d'attaquer un objet connecté quand l'énergie est dispo, quand elle est pas chère, etc. Voilà, on va vers ça. Donc non seulement c'est valable pour l'énergie, pour l'industrie, mais c'est valable aussi plus globalement pour le territoire. Aujourd'hui, travailler sur un territoire, c'est exploiter tout son potentiel, comme je l'ai dit en introduction, et ça passe forcément par le numérique. On a un gros besoin de déploiement de nos infrastructures dans les territoires ruraux. On a besoin de faire travailler les gens finalement le plus proche de chez eux. On a besoin d'une économie qui se déploie de façon diffuse et raisonnée sur l'ensemble du territoire et non pas uniquement dans des zones urbaines sursaturées. On a besoin de faire travailler nos collaborateurs dans des environnements qui sont propices à la créativité, donc qui sont qualitatifs par rapport aux conditions de vie, et ça passe forcément par le numérique. Donc le numérique vertueux pour l'environnement, oui. Extrêmement vertueux. Exactement. André Joffre, vous avez le même avis? Alors, oui et non, parce que... D'abord, c'est une battle aussi. Oui, évidemment. Il faudra voter le public après. Bon, donc, moi quand je vois par exemple les blockchains ou les mineurs, vous savez, les ordinateurs qui calculent, dont la consommation d'énergie en fait représente pratiquement la moitié du chiffre d'affaires de ces ordinateurs, on peut se poser des questions. Il y a des courses à l'armement là, d'avoir des... Alors vous connaissez le principe, c'est que vous avez tout un réseau d'ordinateurs, 10 000, 20 000 ordinateurs dans la blockchain, tous se mettent à calculer et à essayer d'être le plus rapide possible, puisque seuls les 50 premiers vont empocher la prime. Donc évidemment, l'idée c'est d'avoir des ordinateurs un peu plus puissants. Moyennant quoi, on a des ordinateurs qui consomment énormément d'énergie, puisqu'ils sont très puissants, et donc ils rapportent beaucoup d'argent. Alors moi je vous propose une chose quand même, c'est qu'on mette ces ordinateurs au soleil. Pourquoi? Parce que il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que dans moins de 10 ans, l'électricité d'origine solaire sera quasiment gratuite. Alors ça interpelle toujours un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, on a une baisse continue des prix des modules photovoltaïques et également des composants annexes comme les onduleurs ou autres. Cette baisse, on avait tendance à dire on va toucher une asymptote, vous savez, on a des baisses rapides, et puis après, et puis on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Depuis le mois de juin, on a encore baissé de 10-15%. On nous annonce encore des baisses de presque 15% au mois de mars. Vous voyez que là, on n'est pas sur des durées longues, hein, c'est quelques mois. Et donc, quand on prend les chiffres de Bloomberg, qui montrent ce qu'on va installer dans le monde en matière de photovoltaïque, c'est-à-dire à peu près aux alentours de 1000 gigawatts à l'horizon 2022 à peu près,
Eh bien, si on considère que la règle qu'on a constatée jusqu'aujourd'hui, à savoir lorsqu'on multiplie par 10 le nombre de la puissance installée, on divise par 2 les prix. Eh bien, on va avoir en 2022, dans 5 ans, en gros, des prix qui vont être extrêmement réduits, et on peut considérer qu'il va se passer le même phénomène que pour les doubles vitrages. Et jadis, on calculait le temps de retour au double vitrage. Est-ce que c'était rentable ou pas, compte tenu du fait que ça avait un surcoût. Aujourd'hui, il n'y a pas de surcoût, parce que le simple vitrage n'existe plus, tout simplement. Donc voilà. Donc il faut mettre absolument, et ça c'est une bonne idée pour nos territoires ensoleillés, on va pouvoir être une terre d'élection pour les data centers. On dit à Schneider, il faut venir. D'abord, je leur dis qu'il faut qu'ils adhèrent absolument à Derby, ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, il faut qu'ils achètent les terrains, dans les Corbières, tout ça, pas très loin des fibres optiques. Ça peut dire, on a beaucoup d'artères très bien foutues là, qui partent vers l'Espagne, donc on a de quoi faire passer du débit. Et puis on aura du solaire à profusion, donc on installera quelques hectares à côté du data center pour les alimenter. Et même l'éolien flottant, hein. Bien sûr, mais le soleil, c'est quand même intéressant parce que c'est des choses qui sont quand même, dont on sait que le prix va baisser beaucoup. Voilà. Alors c'est vrai que ça ne fait pas tout, il faudra toujours faire appel aux centrales nucléaires de la vallée du Rhône qui nous fourniront le complément, mais on pourra obtenir 30-40% peut-être. Dans data center, ça peut être assez haut d'ailleurs. Hein. On peut apporter 30-40% de la consommation des data centers grâce aux énergies renouvelables, grâce au solaire. Donc ça signifie qu'en fait, on va avoir de bonnes opportunités pour le territoire. Ceci étant, ce n'est pas une bonne nouvelle quand même, parce qu'on va consommer de l'électricité. Ça, c'est pas très bien, même si elle est gratuite. Donc vertueux à moitié. Non, à moitié. Alors, une deuxième question qui concerne les compétences. Donc, on a vu tout le numérique durable, c'est des nouveaux métiers pour l'énergie, pour le digital. Comment, dans vos clusters, vous gérez cette montée en compétences? Alors, sur le numérique, comment vous allez attaquer les métiers de l'environnement, de l'eau, de l'énergie pour développer des nouvelles applis? Et du côté énergie, comment est-ce que vous montez en compétences sur les outils numériques? Alors, est-ce que vous piquez des collaborateurs de cluster à cluster? Comment ça fonctionne? C'est la battle. Alors, je peux répondre tout de suite. Moi, je pense qu'il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot auprès des entreprises. Bon, ici, on est 160, 150. Finalement, on pourrait être même plus nombreux. C'est déjà super, hein, on soit 150. Je pense que malheureusement, les problématiques environnementales, même si elles montent en présence dans les médias, avec la COP21, COP22, etc., elles ne montent pas forcément dans les consciences. Voilà. Moi, ce que je constate, c'est que et dans les métiers du numérique, finalement, on a besoin d'aller travailler auprès de nos confrères pour leur rappeler que c'est toujours d'actualité et que le développement durable, c'était pas un phénomène de mode. Voilà, voilà. Et ça, je pense que dans nos clusters, l'organisation d'une journée comme celle-là, il devrait y en avoir 4 dans l'année, je pense, et pour fédérer beaucoup plus nos entreprises autour de ces problématiques. Et je pense que là, on a beaucoup parlé de techno, process, etc. Mais j'ai beaucoup aimé l'image de Patrice Duboué et de la grange connectée, parce que je crois que c'est à ça qu'il faut revenir, c'est à des choses assez fondamentales. Je pense que les chefs d'entreprise ont besoin de se mettre au vélo, ils ont besoin d'aller au bureau en vélo, ils ont besoin de tester ça, de tester qu'est-ce que c'est de se déplacer avec une bicyclette dans une ville pour vraiment se confronter à ces... Alors là où je rejoins, c'est la battle pourtant, mais là où je rejoins André, c'est que c'est vrai que le numérique à la fois nous donne de fabuleux outils pour mieux gérer l'environnement et en même temps il nous en éloigne. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que à force de ne plus être au contact de la nature, on en perd la valeur, la préciosité, etc. Et ça, c'est un gros travail que nous avons à faire
dans le cluster. Donc transparence, sensibilisation, sobriété. Sensibilisation. Sur ce dernier point, on peut dire qu'on est une région merveilleuse où on peut aller à la plage le matin, faire du ski le soir, bon, etc. C'est quand même intéressant d'être ce contact avec la nature. On peut se le réserver dans des plages où on ne fait pas que travailler, même si les moyens mobiles nous permettent de travailler partout. Donc, moi je voudrais pour revenir sur la question initiale de la formation. Bon, dans le domaine des énergies renouvelables, on a à peu près tout ce qu'il faut, on est même la région la mieux équipée qu'il puisse y avoir. Bon, on a une école d'ingénieurs, dont à Perpignan, SUPENR, qui a été inaugurée récemment, qui prend la suite de ce qui avait déjà été annoncé il y a quelques années avec Polytech Montpellier. On a le plaisir d'avoir dans la salle le professeur Foucaran qui œuvre depuis des années. On a été déjà les premiers à Derby il y a 5 ou 6 ans à parler d'énergie renouvelable numérique. Donc on a mis des ponts comme ça entre les deux filières, et c'est bien qu'aujourd'hui on ait un cran plus loin. Donc du point de vue énergétique, on a des tas de formations qui ne posent pas de problème. Par contre, dans le digital, là on est un peu court. On cherche des codeurs, on n'en a pas. Hier, on discutait avec des ingénieurs qui m'a dit j'ai contacté le directeur de l'école 42 à Paris pour voir si on ne pouvait pas avoir quelques codeurs, etc. Alors, il faut se poser la question là, de peut-être reproduire dans notre région une école 42. Alors, il faut le faire autrement peut-être, mais ce concept même d'école qui est un véritable succès sur Paris, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses comme ça ici, quoi, voilà. Il y a peut-être la place pour ce genre de choses. Enfin, honnêtement, on manque on ne trouve pas des gens qui puissent coder facilement, etc. On ne trouve pas. Donc, pour le seul, on en cherche, là, si vous en avez, s'il y a des candidats dans la salle. Il y en a qui réagissent dans la salle, je vois Virginie qui dit mais on l'a fait l'école 42, on fait la école du numérique. Alors oui, on fait. Nous, dans notre roadmap de cluster, cette action formation qui est la deuxième en priorité, après le financement de l'économie numérique, évidemment prévoit non seulement des actions comme celle qu'a initié FAS à travers la grande école du numérique, donc former des profils qui ne sont pas forcément ceux que l'on attend derrière les diplômes d'ingénieurs. Aller chercher des personnes qui sont en rupture de parcours pour les remettre dans l'emploi, et ça donne des surprises vraiment intéressantes parfois, parce qu'on va trouver des profils complètement inattendus. Et d'ailleurs, toutes les entreprises du numérique ont dans leurs équipes des jeunes qui sont particulièrement compétents sans être forcément ingénieurs, et qui sont assez disruptifs dans les équipes d'ingénieurs. Voilà, donc à la fois ce type de formation, et bien entendu aussi les formations d'excellence, les écoles d'ingé, et ça, on travaille à ça avec les collectivités pour aboutir à ce type de projet. Alors, je vois que vous avez évoqué la blockchain. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de la blockchain et de l'énergie du numérique? Oui, là, mon entreprise travaille là-dessus donc, depuis quelques mois, une année même. Donc en fait, je l'évoquais tout à l'heure à l'introduction, la blockchain, c'est ce qui va permettre de pouvoir consacrer des transactions et certifier des transactions. Alors on sait le faire lorsqu'il s'agit de monnaie, etc. Bon, avec Bitcoin. Mais on peut le faire aussi lorsqu'on veut, par exemple, transférer des kilowattheures. Et donc on voit très bien qu'on peut très bien avoir sa maison équipée de panneaux solaires, et comme ils ne sont pas chers, on aura tendance à en mettre de plus en plus, et donc on va être excédentaire. Bon. Donc si on a sa voiture électrique, évidemment, quand la voiture sera à la maison, on va la charger sur les panneaux solaires, ça paraît évident, mais l'idée c'est de se dire, mais quand je vais au boulot finalement à 10 km de là, est-ce que je ne pourrais pas aussi la charger avec... Alors l'idée c'est quoi? C'est de la brancher sur une prise qui sera là, et cette prise aura eu la bonne idée d'être référencée par la blockchain qui gère tout ça, et donc quand on arrivera, on va scanner le QR code de la borne, et c'est l'électricité de sa propre maison, l'électricité solaire, qu'on va livrer dans sa propre voiture. Voilà. Donc ça c'est des choses qui sont tout à fait en train d'être développées. On a développé une société qui s'appelle Sunchain, une start-up, et qui a été lauréate récemment de Green Tech Verte, là, de l'appel d'offres du ministère de l'écologie, pour développer ça. Donc on est en plein dedans.
Et c'est effectivement quelque chose d'extrêmement prometteur, parce qu'on voit bien là qu'il ne s'agit pas de transactions ou de vente d'énergie, il s'agit de sa propre électricité qu'on pourra trimballer vers sa voiture, ou pourquoi pas vers sa résidence secondaire, si elle est dans un réseau compatible. Et donc tout ça, en fait, ça a été autorisé maintenant, parce que l'autoconsommation telle qu'on l'a concevée était une autoconsommation locale, dans un propre réseau. Et là, on a donc de l'autoconsommation en itinérance, on va dire. Et ça, c'est autorisé depuis cet été, grâce à une ordonnance, une vraie loi. Vous vous rendez compte, on a une loi sur l'autoconsommation, ça paraît extraordinaire, qui a été prise donc par le gouvernement en fin juillet. Voilà. Donc c'est une révolution, là encore, une révolution dans la révolution. Conclure, Père Moi, je voudrais poser une question à André. En fait, le blockchain, effectivement, c'est une révolution dont on a un peu du mal à imaginer quelles seront les conséquences. C'est extrêmement disruptif dans nos systèmes d'organisation sociétaux, politiques. Ça questionne énormément ce qu'on appelle la gouvernance algorithmique, c'est-à-dire qu'on l'a vu récemment, 50 millions de dollars détournés par un hacker qui a juste cassé le code. Voilà. Comment on va gérer ça? Comment on va gérer le fait que la blockchain va permettre donc l'accès direct entre contractants, sans les tiers certificateurs, mais tout ça se reposant sur un code réputé inviolable, et comme on le sait, il est vraiment inviolable. Bon, alors c'est toute la question de savoir si effectivement l'être humain est plus fiable que la machine. C'est la question qui se pose pour les voitures automatiques aujourd'hui, les voitures autonomes. Bon, moi je répondrais que si on avait été aussi bon que ça, en 2008, il n'y aurait pas dû avoir de crise. Les Band Brothers, ça n'avait pas existé. Et pourtant, c'était que des êtres humains qui étaient derrière les machines. Donc il faut bien se... D'ailleurs, le Bitcoin n'est plus de réaction par rapport à ça, de dire voilà, on ne peut pas faire confiance aux êtres humains parce que tôt ou tard, un jour, ils auront des intérêts qui seront différents finalement de l'intérêt général, et que finalement, voilà, ça donne les catastrophes qu'on a connues en matière financière. Sur la technique, les aspects techniques, je pense que le risque est beaucoup moins grand. On n'est pas dans le même schéma. Alors évidemment, quand on discute avec EDF, nos amis, les hésitations, le blackout nous guette, on risque d'avoir, et c'est vrai, dans certains pays, ça peut arriver. Bon, en France, je pense quand même qu'on a tous des instruments qui vont bien pour éviter que ce genre de choses n'arrive. Mais je pense honnêtement que ça peut amener à la fois des moyens d'imaginer des nouveaux business, de nouveaux modèles économiques. Parce que je dis qu'on peut transporter de l'énergie d'un point à un autre, etc. Il ne s'agit pas de le faire gratuitement. On va payer un petit péage à celui qui est chargé de gérer le réseau, bien entendu. Mais vous voyez que sur le même réseau, décentralisé, local, on peut faire intervenir 20, 50 opérateurs en même temps. Donc si chacun paye une petite dîme pour faire ça, ça peut représenter des sommes importantes. Alors en France, vous allez me dire, c'est pas grave parce qu'on a un très bon réseau, donc on peut bon en avoir un meilleur. Il est déjà très bon. Il est déjà financé par le mécanisme qu'on appelle le turc. Bon. Mais lorsqu'on est dans des pays parfois développés comme les États-Unis, aux États-Unis, le réseau, il est très mal foutu. Et aujourd'hui, quelle est la réaction des gens par rapport à ça? C'est qu'ils constituent des réseaux privés. On constitue des réseaux privés qui sont parfois intelligents, et donc on dit voilà, on constitue des réseaux et on se déconnecte du réseau public. Et en fait, ça, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de dire, grâce aux techniques qu'on est en train de développer, on va pouvoir financer le réseau électrique aux États-Unis. Alors vous voyez que là, il y a des perspectives d'exportation considérables. Un dernier mot, Pierre Denizet? Un dernier mot. Mon dernier mot, c'est tous à vélo. Avec évidemment. Tous à vélo. Non, je crois que vraiment, il faut travailler les états d'esprit dans les entreprises. Je crois qu'il faut envoyer nos collaborateurs à la montagne, passer des partenariats avec des entreprises de protection de l'environnement, envoyer nettoyer les
montagne et voilà, cleaning day informatique, je vous garantis que ça met de l'oxygène dans les cerveaux et que c'est très productif en termes de créativité. Voilà. Patrick Dubois, vous louez votre bergerie ou pas? Parce que là... Pour la 3e saison de Green Idea, c'est ça. Génial, on fait la balle, parfait. Merci beaucoup messieurs, on peut les applaudir. Restez là monsieur, restez là. Pour illustrer justement que la synergie entre les métiers du numérique et les métiers de l'énergie est indispensable, nos présidents ont décidé de formaliser leur collaboration dans une convention. Donc je vous laisse expliquer. Voilà la convention qui va être signée par les deux présidents. Après la battle, les points de convergence. Vous expliquez en quelques mots? Écoutez, oui, c'est une convention dont on a parlé depuis longtemps déjà, et je suis très heureux qu'on puisse la formaliser aujourd'hui. Elle prévoit un certain nombre de choses assez classiques, mais elle prévoit en particulier la possibilité de lancer des appels à projets pour pouvoir stimuler justement la venue de gens du digital dans le domaine de l'énergie, des énergies renouvelables, de l'énergie en général. Et puis, de la même façon, on espère effectivement que des gens de l'énergie auront la bonne idée d'aller vers le digital. Ça, c'est déjà assez entamé. Je pense que c'est plutôt dans notre cas, dans notre sens, qu'il faudrait arriver à convaincre. Parce que les gens du digital sont tellement sollicités aujourd'hui par tout le monde, en fait, que nous, on aimerait bien avoir un petit régime de faveur. Et que l'environnement des énergies renouvelables soit un peu plus favorisé. Voilà. Et de toute façon, nous avons besoin de vous, parce que sans vous, sans les énergéticiens, le numérique, ça va pas très loin. Voilà. Donc, ce qui est à noter aussi à propos de cette convention entre Derby et French Digital, c'est que nos deux organisations travaillent d'ores et déjà à l'échelle de la grande région. À l'échelle de la grande région, et ça, c'est indispensable pour faire de cette région le spot numérique au sud de l'Europe. Voilà. Messieurs, à vos stylos. Je pense qu'on peut dire qu'il y avait la Californie, il y a désormais l'Occitanie. La Bretagne. C'est bon? On fait semblant de faire les deux. Voilà. C'est comme à la mairie. C'est bon? On a mis. Allez, merci messieurs. Serrez-vous la main encore. Voilà, resserrez-vous la main. Comme devant le perron de l'Élysée, voilà, que ça dure. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Caroline? Un petit point sur la suite de la journée. Donc, on vous invite à nous rejoindre au cocktail déjeunatoire. Nous avons la chance d'avoir l'association Montpellier Libre avec Pascal Arnoux, Ange-Marie Bautron et Quentin Estas qui vont vous faire une performance en démontant des vieux ordinateurs pour en fabriquer des neufs, comme quoi l'obsolescence programmée n'est pas inéluctable. Et à 13h30, on se rejoint tous pour un business meeting où ce sera l'occasion d'échanger avec à la fois les intervenants et aussi l'ensemble des participants de la journée. Les ateliers de l'après-midi débutent à 14h15. Bon appétit et merci à tous. Merci. La réunion, je regarde.
Bah, c'est la même chose. Parce qu'ils ont fusionné. Je connais pas la spécialité en fait. iPhone 7. Je vais essayer déjà des choses. Il est peut-être parti aux toilettes. Bonne question. Bon bah ça c'est bien passé. Du coup, il est présent du coup. Attends, je regarde juste. Et il est aussi. J'ai l'impression que c'est Ouais. j'ai l'impression que là, il y avait octobre, c'est un petit peu chaud. On a fait une conférence sur le sharing d'énergie dans le Donc voilà la dépersonnalisation. Alors 5000 sous. Et elle est en 5000 sous. Après, j'avais pas mal de temps de coloniser. Si on en fait 4 par chaque pays, ça va être une meilleure de après, ça attend l'objectif. Ça fait maintenant, c'est déjà il y a peu des ressources dans les outils qui sont mis. Ça, avec un but qui peut être derrière. Il faut prendre
On a été invité par Schneider. Oui, parce que des fois, on a vu des Oui, je sais.